Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode des Chroniques de Satoshi, une série d'entretiens vidéo qui a pour but de vous faire rencontrer des personnages emblématiques, charismatiques et souvent aussi méconnus du milieu des crypto-monnaies, de Bitcoin en général. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer l'un des plus gros traders que nous avions déjà eu pour notre première chronique. Donc c'est quelqu'un qui a sa petite réputation maintenant dans cette série et qui est très attendu. Donc je suis heureux de l'interviewer. On pourra revenir sur son évolution, savoir comment ça s'est passé. J'espère bien. J'ai quelques infos, donc je suppose que oui. Et donc je lui poserai tout un tas de questions par rapport à son parcours. Je reviendrai sur ce qui avait été demandé la dernière fois dans le premier épisode, que je vous recommande d'aller voir, qui est quand même assez sympa. On l'avait tourné en Provence avec le bruit des glaçons, Ouais, c'était sympa. le bruit des cigales. Voilà. Et donc, disclaimer, pour sa sécurité et sa liberté de parole, mon invité ne souhaite pas révéler son identité. Donc, si jamais vous le reconnaissez, je serai très heureux pour vous, mais essayez de jouer le jeu. Ça permettra une plus grande liberté de ton. Donc je m'appelle Benoît Huguet, je suis le cofondateur de 8Decimal, société qui édite le journal du coin ainsi que BitConseil. Je suis également dans les crypto-monnaies depuis un certain temps et je suis heureux de tenir cette interview pour vous présenter ces personnages que en général j'aime bien. Si vous êtes invité à ma table, c'est en général que j'ai la sympathie, donc voilà. Ouais, Et on passe bien depuis un moment. Hein. Voilà, et on passe des bons moments. Donc Dural, je vais te représenter rapidement. Avant de te lancer corps et âme dans Bitcoin, tu as été joueur de poker, tu as vécu du poker, tu vis à l'étranger et tu as longtemps vécu même avant les crypto-monnaies à l'étranger. C'est un style de vie dont tu pourras nous parler. Tu as été entrepreneur, puis tu as découvert Bitcoin, tu as été un des premiers Français parisien à fédérer une communauté, enfin en tout cas à chercher à rencontrer des gens autour de ce sujet-là. Aller rencontrer IRL, quoi. Oui, physiquement. Rencontrer les gens oui. physiquement, Ouais. ouais, tout à fait. Et puis en ensuite, fait, tu vois, quand tu dis, j'ai eu un passage dans ma vie où j'ai été entrepreneur, tu vois, j'ai créé une start-up, etc., dans l'Internet. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Bitcoin, je voulais au départ essayer de voir si on pouvait créer une start-up, etc., plutôt que de directement passer au trading. Oui. Et en fait, je discutais pas mal avec d'entrepreneurs, etc. J'ai rien trouvé de vraiment pertinent, quoi. Oui. Mais on parle de ça en 2013, 2014, tu vois. Oui. En fait, il y avait que Bitcoin. Et Bitcoin, à part les exchanges ou la sécurité, ce qu'appelle les gère aussi, tu vois. Oui. On n'a pas trouvé quelque chose et tout. Et donc, comme je venais du poker, petit à petit, je me suis lancé dans le trading. Et c'est vrai que, après, je suis passé full-time en trading et ça a bien marché. Mais c'est vrai qu'au tout départ, je visais plus à... L'entrepreneuriat. C'est ce que je pensais. Okay. Et quand tu as investi, donc tu avais dit, je crois à l'époque 20 000, hein, c'est ce que tu avais dit. en 2013. T'avais pour but d'y toucher et de te mettre au trading direct ou en fait, Non, justement, au début, j'ai mis 20 000 euros, voilà. On va pas reprendre le problème du Bitcoin, enfin du banquier et tout ça, voilà. C'est dans le premier épisode, si vous voulez voir. Et en fait, c'est vrai que à ce moment-là, je me souviens même plus s'il y avait du margin en plus, tu vois. Oui, il y avait pas de BitMEX. C'est difficile. Le premier, je crois que c'est je pense pas qu'il y en avait. En tout cas, je pense pas. Et donc, c'est vrai que je regardais plutôt, si ça grossit en écosystème et tu vois, qu'est-ce qu'on peut faire. Et j'ai rien trouvé de super intéressant. Petit à petit, comme je venais du poker, petit à petit j'ai commencé à trader. Et après... En plus, moi je me souviens, tu arrives en 2013, donc le problème du banquier, tu as eu 100 bitcoins d'en avoir 1000, c'était à cause du timing, parce que d'une bulle à l'autre ça va très vite, mais t'as quand même, ton patrimoine s'est quand même apprécié, forcément, de 2013 c'est 20 000. Non, parce qu'en fait... tu vois, dans le premier interview, je me souvenais plus bien de ce passage. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est en fait ce qui s'est passé, c'est que on va pas reprendre le premier interview. Non. Mais en fait, j'ai mis 20 000 euros, je devais avoir 1000 bitcoins. Le banquier, il a retenu le virement, donc j'en ai que 168. Après, j'ai tout mis sur l'alcool, j'en ai perdu une cinquantaine. Et en fait, j'ai eu un petit souci de cash à ce moment-là, et j'ai dû vendre 50 bitcoins pour rembourser des gens. Ça, c'est une nouveauté. Ouais, et donc en fait, il me restait que 50 bitcoins, et donc de 50 bitcoins,
Bitcoin. Après, voilà, j'ai essayé de trader un peu les altcoins, tout ça, et puis ensuite je me suis mis aux margins, et puis voilà, j'ai explosé en 2017 complètement, quoi. Voilà. Ok, et bien justement, alors on revient pas sur le premier épisode, on invite tous les gens à le revenir, mais on va quand même faire un reminder, donc on va rappeler en fait où c'est qu'on en était. Donc je suis venu te voir, je pense que c'était en Provence. Hein. C'était, je pense, vers septembre, donc il y a 6 mois. Non, c'était au mois d'août, mais c'est sorti en septembre. Oui, voilà, c'est ça. Ah non, où t'es venu enfin bon, peu importe. Fin d'été, on dira un fin d'été. C'est marrant, on aime bien la précision, nous. Hein. Moi, j'aime bien oui, c'est vrai, parce que les prix s'ancrent dans le temps. Ouais, c'est vrai aussi, ouais. Et donc à ce moment-là, à combien étais-tu? Est-ce que tu te souviendrais à peu près de ta net worth, de ton patrimoine crypto, qui est ton patrimoine finalement? Je me souviens plus. Si c'était au top de la défi de ce moment-là. C'était un peu après, je pense. C'était pas loin, c'était par là. Oui, dans la j'étais entre 20 et 30 millions, on va dire, je pense. Ouais, ok, bon, c'est pas mal. Oui, ça va. Hein. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé depuis? Moi, ce qu'on se demande, est-ce que t'as explosé? Oh, yallah. Comme cette bouteille. Hein? Bon, mais voilà, parfait, hein. Donc ça c'est le bruit. La dernière fois il y avait le bruit des glaçons. Je sais plus qu'est-ce qu'on buvait, peut-être du martini. Là il semblerait que ce soit du champagne. Du champagne rosé. Du champagne rosé que nous espérons bon et frais. Pour égayer un peu l'interview. Voilà, et oui parce que sinon il faut savoir inviter les gens, sinon ils viennent pas parler. Hein. Merci de bien me recevoir. Oui. Et donc tu as explosé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non mais bon ça veut dire que c'est vrai que j'avais pris un gros pari. Hein. On était dans une range entre 8 et 9K5 pendant des mois. Oui. Moi, quand je l'ai pas ouvert et ça marchait tout de suite. Hein, je voulais jouer la range donc par le haut. Oui. Et donc, bon, c'est vrai que j'ai pris ce trade-là. Et on est sorti par le haut et je l'ai tenu comme un... Bon, ouais, on parle de ton long, donc là, pour rappeler, on parle de ton long sur BTC et sur ETH. Sur BTC, je crois que c'était un long à 1000 bitcoins. Hein, Non, mais il faut s'en donner des chiffres exacts, tu vois. J'ai gagné une centaine de millions en 4 mois, quoi, tu vois. 4-5 mois. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est vrai. Tiens, à ta santé. Est-ce que tu auras des positions rigolotes à nous montrer? Parce que ce qui avait fait la qualité de la première interview, c'est qu'à un moment donné, il y avait une incrustation, justement, de ton long qu'on pouvait voir. Parce que souvent, les méconnaisseurs t'ont pris pour un mytho, certains. Ça en dit plus long. Il y a toujours des gens, tu sais, ils sont jaloux, ils pensaient impossible, je sais pas quoi. Tu vois, là, ma position, en fait, les 10K, les 1K BTC, que j'avais pris à 9K, moi, ce que j'avais dit, et mon plan de départ, c'était de tenir jusqu'à 50-100K. Oui. Bon, le fait est que je l'ai tenu jusqu'à 28K. Oui. Parce qu'à 28K, je pensais qu'il allait avoir qu'il y aurait une résistance à 30K, qu'il allait avoir une correction. Donc, je l'ai coupé à 28K. Oui. Voilà. Ensuite, en fait, il n'y a pas eu ça. Tu vois, il n'y a pas eu de correction à 30%, etc. Je l'ai repris à 30K. Donc, toujours, moi, c'est 1000 bitcoins et 10 000 ETH, tu vois. Ouais. Donc, Chiffre rond. Hein? Chiffre rond. Ouais, j'aime bien les chiffres ronds, c'est clair. Et regarde là, 1000 bitcoins, 10 000 ETH, tu vois. Ouais. Et en fait, je l'ai repris à 30. Et celui-là, je peux pas dire à combien je l'ai coupé, je me souviens plus. Tu vois, franchement, j'en souviens plus. Et en fait, il y a eu un dump après. C'était début janvier, il y a eu un dump. Tu vois, je l'ai coupé à ce moment-là, je pourrais plus te dire exactement. Et là, je n'ai repris un autre à 44K. Donc, t'es parti à 9. T'es sorti à 28. Ça n'a pas fait ce que tu voulais, donc t'es revenu un peu plus haut à 30. À 30. Parce que ça repartait. Je l'ai repris. Voilà. Là, tu l'as relâché, évidemment, plus haut. Ouais, 30, donc, non, mais toujours, il y a moins 30%, enfin, je sais pas. Ouais. Et donc, là, je peux pas te dire exactement. Et t'es rentré. Et je suis rentré. Voilà. Ouais. Et là, le dernier que j'ai, je suis rentré fin février quand il y a eu un dip. On a fait, je sais pas, un moins 27 ou moins 30%, je me souviens plus exactement. Et donc là, je suis rentré. On pourra le montrer si tu veux. Je sais pas comment. On le montrera. On demandera. Il n'y a pas mon nom là-dessus. Samy, notre génie de la technique. Ouais. On nous montrera. Donc moi, moi, je peux dire ce que je lis là. Ouais. Là, je vois un 1000 BTC. Un 10 000 et encore là, ça a bien monté parce que j'ai déjà 20 millions. Je vais recorder l'écran. Voilà, mais donc bon, là, en bénéfice, on a quoi là? Oh, on a des jolis petits trucs là. Je vois moi, il y a tellement de chiffres que j'arrive plus à les lire. Mais je vois du 9 millions et du 2,7 millions de ouais. Mais quand c'est monté à
À 62 000, j'avais mon PNL dessus là, j'étais à 20 millions. Sur un trade, c'est pas mal, tu vois. 3 semaines. 20 millions. Et là, effectivement, comme on a baissé, on est à 53 aujourd'hui, j'ai plus que 13 millions, 12 millions 7. Ouais. Bon, voilà. Là, le truc, c'est que on est dans une situation un peu... tendancieuse. Ouais, c'est-à-dire que... En fait, il y a eu, si je me trompe pas, pendant 2017, il y a eu 6 grosses corrections entre 30 et 40%, et il y en a eu 10-12, de 10 à 20%. Ah, oui, okay. Donc en fait, là, si tu veux, par rapport au 62K, donc à l'ATH, oui. On est à 17% de correction, 15-17% de correction. On est à 17 hier, on est à 15% aujourd'hui. Donc le truc, c'est est-ce qu'on est dans une correction, tu vois, limitée de 10-20%, ou est-ce qu'on est dans une plus grosse correction de 30-40%. Mais même si je reviens, bon, je serais dégoûté parce que j'étais à 20 millions de PNL. Si on revient, moi, à mon break-even, en fait, on est à 30%, 30-32%. Donc, en fait, je perdrais tout mon PNL, mais je ne tomberais pas négatif, quoi, tu vois. Et donc, moi, honnêtement, si je pense là qu'on casse les 50K par le bas, par le bas, sur les, peut-être qu'il y a une chance que tu vois qu'on revienne tester les 43-44K. Là où moi j'ai pris ma position. Bien sûr. Je sais pas encore si ça dépend comment je sens le marché à ce moment-là. Tu vois, je vais peut-être alléger de 50% et les reprendre plus bas, tu vois. Ou alors si je les touche pas, je vais les rajouter. Mais quels seraient tes indicateurs? Tu te fierais quoi? Volume, l'ambiance générale, un peu ce que tu disais? C'est... Ok, il y a une part d'expérience en fait. Ouais, c'est comment tu sens le marché, tu vois, et puis après, ça dépend de... Tu vois, regarde, par exemple là, il y a quelques jours, il y a le founder de Salesforce qui a retweeté un truc Bitcoin, tu vois. C'est la première qu'il le fait, tu vois. Moi, ça me rappelle un peu comme Elon Musk, il a commencé, tu vois, à parler de Bitcoin et tout, et puis un mois après, on a appris que tel savait acheter, tu vois. Je veux dire que des gros comme ça, tu vois, parce que là, il y a eu quand même de gros achats, en tout cas, retrait de Coinbase Pro, tu vois, je veux dire, des 13K BTC et tout ça, il y en a eu plusieurs, tu vois. Donc, tu vois, des 800 millions, moi quand on saura qui est derrière, tu vois, ça peut faire ce qui s'est passé avec Elon Musk, tu vois. Une petite piqûre de montée, quoi. Ouais. Donc un des indicateurs, attends, pour reprendre une des choses que tu regardes, dont tu viens de parler, c'était les bitcoins qui sortent des exchanges. C'est une des métriques parmi de nombreuses autres, mais quand tu vois 10 000, 20 000 bitcoins qui sortent des exchanges pour être stockés en cold, ça t'aime bien. Disons que 2017, c'était un pump qui était lié au retail. Donc là, le truc qui me semble toujours bullish pour moi, parce qu'il y en a qui disent que, ça y est, l'ATH c'était le top, quoi, tu vois. Le 60K c'est le top, quoi, tu vois. Moi j'y crois pas trop parce que on sait pas, parce qu'il y a un risque macro, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas avant, tu vois, il y a un risque macro. Mais qui est plutôt bénéfique pour Bitcoin, non? Non, qui est négatif. Moi j'y crois pas, j'ai jamais cru ça. Si les stocks ils tombent, Bitcoin va tomber, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus les instituts ou les grosses corporations, tu vois, qui achètent des bitcoins, et on voit qu'ils achètent encore, tu vois. Je crois que le dernier, il a été fait à 52K, il me semble. De qui, de Sailor? Le dernier Non, d'acheteurs, des gros acheteurs spot sur Coinbase Pro, tu vois. Donc, tant que ces gens-là, ils achètent, pour moi, tu vois, il y a toujours de... Les nouveaux gros entrants mettent les planchers suivants, quoi. En fait, c'est un peu c'est un effet de cliquet. Ça, je sais pas, mais si par exemple pendant 2 mois, tu vois, on voit qu'il n'y a aucun achat enfin aucun retrait sur Coinbase Pro, et que en fait, ce qui drive le prix, c'est que la monnaie résiduelle. Non, c'est que tu vois, les dérivés, tu vois, etc. Le funding, les hyper hauts, etc. Là, c'est possible qu'on peut toper assez vite, tu vois, parce que il y aura pas de il y a personne qui va. À partir du moment où le funding devient Mais c'est pas ce que tu observes actuellement. Non, c'est pas ce que je vois. Le funding il est bas. Le funding il est bas. Moi, je vois toujours des gens qui achètent sur Coinbase Pro. Bien sûr, c'est pas tous les jours, mais enfin des 13K BTC qui partent, il y en a eu 3 là. Comment tu le vois avec Glassnode? C'est avec quoi que tu l'observes? Glassnode ou CryptoQuant.
Après, moi, Twitter. Tu vois qui sont les comptes sur Twitter et tu les suis. Ouais, moi, j'aime pas avoir trop d'informations, j'aime pas regarder trop, j'aime pas, tu vois, regarder 36 charts différents, etc. Je trouve que c'est pas bon pour la prise de décision. Et les deux fondeurs, tu vois, de Glassnode et de CryptoQuant, les trucs importants, ils les tweetent. Donc moi, ça me suffit, franchement. Ok, super. Mais il faut dissocier le bruit de l'information. Ce qui est pas évident. Tu vois, quand je vois des gens qui suivent 1500 personnes sur Twitter, etc., et qui sont abonnés, je me dis, mais moi je sais pas comment ils sont traités mais ok. Parce que pour prendre des décisions, enfin, moi c'est ce que je trouve, prendre des décisions, tu vois, il faut savoir ce qui est important et voilà. Oui. Ouais. Le reste c'est du détail. Ouais, le reste c'est du bruit, c'est du détail, et puis plus t'as d'informations, plus tu vois, tu vas être dans l'hésitation et tout, tu vois. Si tu restes sur et puis ça c'est propre à moi comme jeu, mais chacun peut avoir. Bien. Ouais, bien sûr, mais il y en a d'autres, ça peut être, je sais pas, tu vois, d'autres critères qui pour eux, etc., sont importants, qui gardent ces critères-là, et ça sert à rien d'en ajouter. Aussi, moi, je fais, c'est des positions swing que j'ai à chaque fois. Donc, je les tiens plusieurs semaines, tu vois. Donc, en fait, je vais pas m'occuper du bruit journalier, quoi. D'accord. Ouais. Quel est ton plan? Donc là, parce que tu avais bien défini quand tu étais à 9000, tu avais dit, moi je pense que ça ne redescendra plus jamais en dessous. Non, je pensais que si ça redescendait pas, voilà, on ne les redonnerait peut-être plus jamais. Voilà, on les testerait plus jamais. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Et du coup, tu étais là pour un long, mais longtemps. Tu vois, c'était pas en fait une time frame, c'était une période de temps allongée, ce qui s'est avéré être juste, et donc c'est cool. Là, on en est comment? Toi, c'est quoi? Tu laisses courir encore? Tu fais quoi? Là, maintenant, je fais plus des trades sur une plus petite time frame, tu vois. Oui. C'est-à-dire que bon. Bitcoin, il prend, par exemple là, si on va à 67, 70, peut-être 74, tu vois, peut-être que là, je vais le couper. Ok. Je vais attendre un nouveau dip. Ouais. Voilà, j'attends un nouveau dip, que ce soit 20%, 30%. Ça, c'est en fonction de mon feeling. Donc tu swing quand même. Ouais. De toute façon, j'essaye de les prendre toujours quand ça dip. Donc voilà, même tu vois, si je le coupe, je peux pas dire que je vais pas le faire, mais de manière générale, ma stratégie, c'est plus, si jamais je le coupe, j'attends un prochain dip. Tu vois, un prochain gros dip de 20% plus, et là, je le reprends. Mais tu m'avais dit quelque chose des fois, je contourne ma règle, mais généralement, c'est ce que je fais. Là, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est ce que j'ai fait, tu vois, ça dip, je suis rentré à 44K. Ça monte à 70, je le coupe et j'attends le prochain dip. Voilà. Le prochain dip, je le rentre. En plus, moi, c'est des grosses positions, donc je peux pas. Non, mais c'est très bien ce que tu dis parce que ça rebondit sur quelque chose que tu m'avais dit en off, et tu m'avais dit quand on est dans un marché bullish, en fait, il y a des stratégies qui sont simples, qui marchent, en tout cas pour toi. Et tu avais dit dans un trend bullish, on a vraiment un marché haussier, une stratégie qui est simple et efficace selon toi, c'était d'essayer de rentrer dans les dips. Tout simplement. Plutôt que d'essayer de viser un renversement ou je sais pas quoi de très compliqué, en fait, finalement, tu prends les assets les plus strong, Bitcoin, ETH, et tu vises un dip, tu rentres dedans, tu le prends et tu le long. Voilà. C'était ça que tu disais, plutôt que des trucs super sophistiqués. Alors moi, effectivement, je vais aller dans les alts, je vais faire des horreurs. Alors ça, c'est ma question d'après. Donc là, t'as très... Non, mais tu m'as posé une question là aussi. On peut y revenir après, mais je trouve que c'est plus pertinent qu'on l'aborde maintenant. Tu me dis, quand est-ce que tu vas, je sais pas si tu me dis ça, quand est-ce que tu vas t'arrêter ou tout. Comment tu vois après. En fait, pour moi, je regarde que deux critères pour identifier qu'on soit proche du top. Tu vois, c'est que là, on voit qu'on suit le stock to flow modèle, tu vois. Et qu'en fait, il y a toujours un moment, tu vois, qu'on dévie, tu vois, on le dévie par le haut. Tu vois. Et en fait, si tu regardes, à chaque fois, on le dévie par le haut, le stock to flow, ça veut dire qu'on rentre un peu vraiment dans la bulle. Et je coupe ça avec le MVRVZ score. Donc, plus on avance dans la red zone, et à chaque fois, le top, c'est quand on dépasse la red zone. Donc, en fait, moi, je couple ces deux indicateurs-là. On les donnera dans la vidéo, on les incrustera. À partir du moment où on dévie par le haut du stock to flow, et qu'on est vraiment au-dessus de la red zone du MVRZ score, ça peut continuer à monter, bien sûr, mais ça devient ça reste une décision, tu vois, rationnelle de vendre au moins une partie, quoi, tu vois, de ton spot, et au moins à ce moment-là, c'est clair que moi, je traite plus en margin.
Voilà. Ça c'est sûr. Okay, ça c'est sûr. Après, quand je vends mon spot, je pense que j'en vendrai une partie. Mais dès qu'on s'approche de la fin de la red zone du MVRV score, je traite plus en margine. Ça, Donc ça devient trop. Et après, c'est pas une question de prix. Ouais. Bien sûr. Plus. Et tes leviers, je t'ai pas posé la question, mais quand tu entres en levier, tu as un levier de combien? T'as des règles par rapport à ça ou pas? Ça dépend parce que avant, je pouvais être à 300%. C'est-à-dire que moi, je réfléchis pas comme beaucoup, tu vois. Ils mettent, on va dire, leur network c'est 10 000 euros. Oui. D'accord. Ils ont mis 10 000 euros en crypto et ils mettent 1 000 euros sur FTX et après ils prennent un margin de 10, etc. Tu vois, ce qu'il faut voir, c'est ta network, elle est de 10 000 euros. Bah, toi, tu prends un long de 10 000 euros. Donc en fait, t'es long x2. Enfin, x200. D'accord. En fait, c'est ça qui compte. C'est combien t'es long par rapport à ta network. C'est pas total. Par rapport tu fais pas par rapport à des positions, tu fais par rapport à ton global. Voilà. Très bien. Parce que si j'ai pas assez en collatéral sur les exchanges et tout, je rajoute. Et tu es exposé au-delà de ton nominal, enfin au-delà de ta valeur normale, c'est le levier ça. Au départ, oui. Et là encore, toujours, tu arrives avec les sommes monumentales parce que là, ça devient difficile. Ça devient un autre jeu. Là, je suis en dessous de 200%. Ouais, mais t'es quand même au-dessus. Ouais. Mais, non, mais si par exemple j'ai... je pourrais donner les chiffres. Si par exemple j'ai 1000, d'accord, avant ce que j'aimais bien faire, au tout début, je prenais des positions de 2000. Donc en fait j'étais long de 3000. Oui. Ensuite, après, quand j'étais à 50-100 millions, j'étais toujours à x200. Enfin, x3 en fait. x2. Oui, non, x2. C'est-à-dire que si j'avais 50 millions, j'ouvrais une position de 50 millions. Voilà, et t'avais tes 50 millions de... Voilà, donc ça fait le double. Et maintenant, c'est vrai que c'est... Mais il reste quoi? Il reste que Bitcoin et Ether, là. Il reste quoi comme supports qui sont tradables sur des volumes de telle taille? Ouais, c'est aussi pour ça que moi, je trade... Enfin, en margin, je trade que Bitcoin et Ethereum, parce que les autres, il n'y a pas assez de volume. Eh bien, attends, mais... Et donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, ça devient... je peux, tu vois, là, on redescend 44K. On va dire, on redescend à mon break-even. Tu vois, que je sens que c'est... Là, tu auras une décision à prendre. De quoi? Savoir si tu rentres lourd ou pas, quoi. Si je rajoute, Et là, c'est possible que... Là, si je rajoute, je serai à 200%. Là, j'y suis pas, là. Très bien. Mais ça fait quand même des gros chiffres. Ah oui, bien sûr. Ça va vite, quoi. Et écoute, c'est parfait. Donc et justement, ça rejoint les positions. Mais quelles seraient les positions que tu as en spot? Tu nous avais parlé la dernière fois des cryptos que tu as affectionnés. Tu avais cité DOT, je crois. Tu avais cité Aleph. Je ne me souviens plus exactement de toutes, mais quelles sont celles que tu possèdes encore? Donc, est-ce que tu possèdes encore des DOT? Alors, je possède encore des dots, oui. La même non, j'en ai vendu 2 tiers. J'en ai 2 tiers pour passer, je me souviens plus si c'est Bitcoin, Ethereum ou les deux, généralement. Au tout début, quand j'ai pris mon long à 9K, mon PNL, je le passais régulièrement. Je gardais une soupape, tu vois, pour la variance. Je passais régulièrement mon PNL, je transformais en spot. Et au départ, je pense tout sur Bitcoin. Et après, une fois que mon stack de Bitcoin, tu vois, il est devenu bien, tu vois, j'ai plus passé sur Ethereum. Et c'est vrai qu'au début de l'année, je passais tout sur Ethereum. Et là, maintenant, je suis dans une autre stratégie qui, maintenant, j'aimerais, depuis ce trade-là. Le 44? J'aimerais le garder en USD. Ah, ok, oui. Le conserver en USD. Pourquoi? Parce que quand on va... pourquoi? Parce que je veux plus cash out, en fait. Je veux pas cash out. Toutes mes cryptos, je veux pas cash out. D'accord. Et en fait, si jamais je vends une partie de mon spot quand on dépasse mes indicateurs là, que je regarde, ça serait uniquement dans l'objectif de racheter plus bas. D'accord. Et donc, tu vois, aujourd'hui, j'aimerais avoir créé un stack d'USD, et tu vois, pour peut-être m'acheter une maison, pour machin, mais pas vendre de crypto. Tu vois, très bien. Parce que je pense justement, tu vois, tu parlais de messages aux gens qui arrivent et tout, je pense que là, on peut en avoir pour 10 ans, quoi, tu vois. Avec des moments où ça... De range ou de quoi avant, je pensais que c'était peut-être le dernier gros bull market qu'il allait avoir. Tu vois. Mais le fait est, avec le Covid, le fait qu'ils impriment à tout va, le problème d'inflation, les sellers, MicroStrategy et tout ça, machin, je veux dire...
le but de seller, c'est qu'il y ait une majorité d'entreprises qui passent qui achètent des cryptos pour leur trésor, etc. Et ça va pas se faire en 6 mois, ça. Ah non, Eh ben oui. Donc en fait, ça c'est quand même un élément important qu'on n'avait pas avant. Oui. Donc pour moi, je le regarde plus comme le dernier gros bull market. Ouais. Et peut-être que le bull market en fait sera plus long, et moins peut-être nerveux. Oui, c'est possible, parce qu'il y a moins de retail, pour le moment en tout cas. Ouais. Donc oui, mais c'est pour ça aussi que je veux pas vendre du spot pour cash out. Oui, non, mais le spot il est sacré. Ouais. Oui, mais il y a un moment donné, quand t'as envie de, tu vois, je veux dire... Mais donc du coup, tu profites sur tes PNL. Sur tes profits, tu mets tes profits en USD, mais c'est très bien. Ouais. Et c'est ta stratégie, c'est ton plan, c'est ton nouveau plan, qui n'était pas le cas de la dernière fois. La dernière fois, c'était vraiment faire grossir ton bag. Là, ton bag... La dernière fois, c'était vraiment sortir mon bag et je voulais cash out, quoi. À un moment donné, je voulais cash out pour racheter une partie dans le bear market. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien uniquement, tu vois... vendre du spot pour acheter plus bas et toujours augmenter le bag de crypto. Ouais, parce que je pense que... Mais c'est bien, ça c'est un beau message d'espoir, moi c'est ce que je veux entendre aussi. Donc en fait, bon, c'est vrai que j'ai vendu les 2 tiers de DOT pour venir au DOT. Oui, voilà. J'ai vendu les 2 tiers de DOT, donc j'ai passé sur Bitcoin et Ethereum, je me souviens plus. Oui. Et j'ai gardé 1 tiers, ça, plus sur le long terme. Moyen, très long terme, Aleb, j'y ai pas touché. Il a pas vraiment pump, donc je touche pas, tu vois, je hold. Ensuite, AVE, j'ai vendu aussi les 2 tiers. Que j'ai passé, ça il me semble, uniquement sur ETH, enfin c'est pareil quoi. Oui. Et j'ai gardé aussi 1 tiers pour le long terme. Oui, c'est des beaux projets en fait. Ouais. Et ensuite, il me semble sur le dernier interview, j'avais pas parlé, mais je possédais 1% de la supply de YERN. Ah oui, j'avais 300 YERN, 300 YFI. Tu les as toujours ou pas? J'en ai plus aucun. J'ai pas trop aimé, si tu veux, le fait qu'ils break la hard supply, tu vois. Ils en ont recréé, j'ai pas aimé. Tu vois, je trouve que Banteg, là, c'est un peu un enfant qui crie, là, tu vois. Enfin, je veux dire... ça fait rien. Bon, non, mais tu vois, il dit, il y a rien de plus... de plus frustrant que de travailler sur un projet et d'être sous-exposé. Ah mais mon gars, t'avais qu'à rentrer avant. Je veux dire, tu rentres dans un super projet, je sais pas, la première des choses, tu sais que tu vas apporter de la valeur, je sais pas. Tu vois, prends tes propres actions, achète des propres actions, distribue-en, fais quelque chose. Si t'en as pas, trouve un moyen, tu vois, je veux dire... tu vas pas tu vas pas 6 mois après dire à la communauté moi je sais que ça va exploser mais je suis super exposé donc je vais créer d'autres tokens. Non mon gars, c'est un peu le moyen qu'il a trouvé de ça. Moi ça m'a pas plu, je leur ai dit ça m'a pas plu, tu vois. Donc moi quand il a fait ça, j'ai vendu 1 tiers. Tu vois, j'ai vendu 1 tiers parce que ça me plaît pas. Et ensuite il a monté le truc et là j'ai voulu sortir et j'ai mis 1 tiers sur Bancor. Ah oui, Parce que Bancor, j'ai pas très bien suivi, mais il y a tout Sunzu, tout ça qui sont dessus, etc. J'ai mis sur Bancor, j'ai mis sur Matic et j'ai mis sur Uni. Donc c'est le son de Layer 2 et Univers ETH. Et ça, ce sont pas des positions que je vais des long terme comme DOT. Et je pense que quand je vais décider de les vendre, ça va passer 100% sur ETH. D'accord. Donc ça, c'est un peu des exhausteurs de TH. J'espère que c'est une sorte de leverage, en tout cas, qui vont surperformer ETH avant que ETH explose, parce que moi, je pense qu'il va exploser. Et donc, le but, c'est... Mais ta vision de long terme, elle est ETH. Ouais, je pense que ETH, il est... C'est sûr, on ne sait pas quand ça va passer en POS, si ça va bien se passer, tu vois, etc. Mais donc, il y a quelques petits bags, tu vois, qui attendent pour voir s'ils performent mieux que ton champion. Tu vois, voilà. Mais la position maîtresse, c'est le champion, c'est ETH et évidemment BTC. Mais c'est-à-dire que BTC, j'en ai assez aujourd'hui, tu vois. Parce que je m'étais vraiment concentré pour augmenter mon bag de Bitcoin. Aujourd'hui, j'estime que j'en ai assez. Et j'aimerais bien que mon bac de TH il soit au même niveau que donc je dois un peu rattraper, mais ça va. Donc là tu le construis. Donc là tu reconstruis ton bac de TH. Et je sais que tu as un autre écosystème univers que tu aimes bien en général, c'est FTX, c'est cet univers-là. Tu es positionné comment? T'as quoi? Est-ce que tu as la coin maison? C'est-à-dire FTT, je pense. C'est la FTT, j'en ai. En fait, j'avais mis un bon billet dessus et dès que je l'ai doublé, j'ai retiré ma mise. Parce que je crois que j'avais, il me semble, FTT, il me semble que j'avais vendu des ETH.
Et donc en fait ça a doublé assez rapidement. J'ai repris ma mise, j'ai racheté mes ETH et enfin le reste, ça m'a fait un bag gratuit quoi, de FTT que je hold. Ça je le hold aussi le moyen long terme. Plutôt long terme dans la crypto. FTT, ok. Ouais. Et après, oui, j'ai mon bac de FTT, tu peux faire x10, non, x5. Voilà. Mon bac que j'ai pris, c'est Solana. Voilà. Et Solana, j'ai une position 5 fois supérieure à FTT. Ok, très bien dans ton univers. C'est une bonne, ouais. En fait, j'ai Bitcoin en 1, ETH en 2. Oui. T'aimerais que ETH rejoigne Bitcoin? T'aimerais avoir la même quantité? Enfin, oui, c'est sûr. Et ensuite, j'ai Solana. Oui. Ah, ok. Et ensuite, j'ai DOT. Oui. Et... Non, j'ai Oxy et DOT. Mais enfin, Oxy, c'est Vested. Univers Solana. Oui, c'est dur à comptabiliser. Ok. En valeur, là, je regarde dans mon Blockfolio. Super. Donc Solana, c'est vraiment parce que je pense que déjà les projets qui se construisent sur Solana, je pense pas qu'ils vont switcher, tu vois, sur Ethereum. Tu vois, c'est des projets vraiment qui sont construits pour Solana. C'est pas comme la Binance Chain. Moi, je sais que t'es fan de Binance Chain, mais je pense qu'il y a beaucoup de projets qui vont sur la Binance Chain aujourd'hui parce qu'ils ont pas le choix, tu vois. C'est un move opportuniste que j'ai fait, moi, dont je me plains pas. Voilà, après. Je pense que, tu vois, Serum, Oxygène, etc., c'est des projets qui vont rester sur Solana. Et c'est vrai que c'est supporté par SAM et FTX. Ils sont vraiment deep dans. T'as du Serum? Ouais, j'ai du Serum, Ok, donc t'es exposé au Ils m'ont même donné pas mal, parce que comme je suis actionnaire, ils m'avaient donné. Mais c'est bloqué, ça aussi, c'est bloqué 7 ans. Et donc oui, Solana, c'est... Belle position. C'est parce que je pense que ça fait partie des challengers qui peuvent trouver leur place, tu vois, en tant que blockchain. Bien sûr. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quelques-uns, et donc ça fait partie de tes champions, en fait. Et finalement, dans tes champions, il y a qui? Il y a DOT et Solana. Ce sont les deux alternatives à Bitcoin et ETH que tu as sélectionnées à l'heure actuelle. Bitcoin, c'est la store of value. Oui, ok. Et ensuite, il y a Ethereum, Solana, DOT. Qui représente l'univers défi. Ok, super, mais tu réponds très bien à ma question. Là, je vais changer d'univers. Donc, on a vu les marchés, on a vu le trader, on a vu tes positions spot, on a vu tes positions longues. Tu as donné des chiffres. Tu as des moi, je suis situé à 9 chiffres, donc c'est des. T'en as pas donné qu'un des chiffres, t'en as donné au moins 9. Donc moi, je trouve ça plutôt conséquent, c'est cool. Mais c'est dingue, tu sais. La première fois où on a eu une correction, je crois que c'était au mois de janvier, on a eu 30% de correction, je sais pas, en 2 jours, 3 jours, tu vois, c'est début janvier, 30-34%. Alors, quand je regarde sur mon network, ça, c'est joli. Mais c'est des immeubles qui se détruisent. Tu dis, je pourrais jamais dépenser ça dans toute ma vie, c'est dingue, quoi. Mais tu peux le perdre. La première fois, tu sais, ça m'a dérangé, quoi, tu vois. Oui, c'est dérangeant, mais de perdre un immeuble. Mais depuis, c'est fini. En fait, j'ai remarqué, moi, c'est toujours une fois. Oui. Cela, tu le passes, et ensuite, c'est comme. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, en fait, il y a beaucoup de traders, tu vois, qui sont soit perdants, soit petits gagnants. C'est très, très, très souvent pour des problèmes psychologiques. Ok. Sur des facteurs, on va dire, des facteurs psychologiques, pas forcément des problèmes, des facteurs, tu vois. Parce que il y a des gens, tu vois, on est à 49K, tu vois, et ils te disent, si ça continue à chuter, moi je vais racheter 42, 44K, tu vois. On est à 44, on est à 43, 42, ils vont te dire, ah non, ça va être 38. Oui. Tu vois. Oui. Ça, c'est... Oui, bien sûr. Mais bon, il faut acheter au son des canons, c'est ce qu'on dit, mais... mais c'est un peu la fière, quoi, tu vois. Il y en a beaucoup qui ont envie de partir en courant, et je les comprends. La fière, c'est très mauvais, tu vois. T'as la peur de perdre, mais il y a aussi la fière de louper une opportunité, et en fait, il faut bien se connaître, et puis il faut arriver à trouver une solution. Des méthodes peut-être compartimentées ou whatever, qui fonctionnent avec soi-même, mais le sport aussi, toi tu continues peut-être l'hygiène de vie, l'hygiène de vie, avec ma formation de bien manger, mais c'est surtout le sport, moi, qui me tient dans ma tête. Oui, donc je faisais allusion à ça, parce que en fait, parce que moi, il y a une période, bien sûr, pour avoir explosé, il y a une période, je serais des all-in sur Bitfinex, Networks, quoi, tu vois.
Et en fait, il y a un jour, tu vois, où on attendait le résultat de l'ETF, c'était la première fois où c'était vraiment une décision définitive. Oui. Donc c'était début 2017, hein, il me semble que c'est février, janvier, je sais plus. Donc on était avec d'autres de la communauté, on était chez moi, on jouait un poker, on attendait, tu vois. Et donc, bon, sur Bitfinex, c'est que x3, à l'époque en tout cas. Donc, et si tu veux, au moment de la décision et tout, ça a commencé un peu à partir. Je me suis dit, il y a des insiders et tout, machin. Alors, voilà. J'ai mis la totale, tu vois. Tu vois. Et en fait, à peine que j'ai cliqué et tout, le truc, il a commencé à cracher. Ouais. Et donc, je perdais 30% de ma network, tu vois. Et le truc, c'est que... la soirée devait pas être top. Ben, je pouvais tout perdre. Je pouvais, je veux dire, si tu vois, si ça redescendait encore, tout ça, tu vois... je pouvais tout perdre. Et t'étais à quel niveau de network, justement? J'avais 500K et j'ai mis 1,5 million. Et donc, bon, le cours, il a dû perdre 12%. Là, je donne les chiffres, en plus, j'ai un peu bu, mais ce que moi, je me souviens, c'est qu'en fait, j'ai perdu 130 000. Donc, j'avais 500K, moi. J'ai perdu 130 000, tu vois. 26%. Et donc, si Bitcoin, il perdait 30%, moi, je perdais tout, quoi, tu vois. Et donc, en fait, ce truc-là, tu vois, il y avait des potes chez moi. Oui. Par rapport à la psychologie. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a des potes chez moi, donc tu vois, on a bu tout ça, on a connu les poker, etc. J'ai pas coupé, moi, tu vois. J'ai pas coupé. Et en fait, le lendemain matin, tu vois, je me suis réveillé parce que bon, il y avait un peu le bordel, quoi. Oui. J'ai tout rangé, j'ai tout cleané mon appartement, tu vois, pour être bien dans ta tête. Bien sûr. Pour être bien dans ta tête, tu vois. Et Arthur était resté dormir chez moi. Et donc, à 11h du matin, je suis allé acheter une bouteille de champagne et tout, tu vois, pour pas me démonter, tu vois. Je savais, si je tenais psychologiquement à ce moment-là, c'est que ça allait être bon, quoi. Je suis fait pour ça, quoi. Tu vois, il y a pas de... Et en fait, je l'ai tenu pendant 15 jours, ce truc, tu vois. Même tout le monde hallucinait que je le tienne, tu vois, sachant les risques possibles, tu vois. Bon, j'ai pas fait... C'est pas une question d'avoir fait le fou, tu vois. C'est une question de... je peux pas te donner tous les éléments qui m'a fait faire le tenir à ce moment-là, mais je me base sur des éléments rationnels. Il fallait juste, tu vois, que je me laisse pas démonter par le risque par rapport au... Ouais, voilà, tu vois. Que c'était un choc que t'avais fait. Et en fait, je l'ai tenu, et en fait, c'est à la fin du mois, c'était mon plus gros gain, all time, à cette époque-là. Et depuis, en fait, ces situations-là, je les gère. Ça a été vraiment un marqueur pour moi, de pouvoir bien gérer psychologiquement. Une situation difficile. Mais t'as pas peur que ce soit ce genre d'événement qui te fasse tout perdre également? En fait, le problème, j'ai eu un petit problème après à gérer, tu vois, c'est qu'en fait, c'était la première fois, parce qu'avant, j'avais des règles très précises. Oui, bien sûr. Tu vois, risk management, quoi, des règles, tu vois. Et c'est la première fois que je l'avais dévié. Oui. Tu vois. J'avais un précédent. Mais en fait, à partir du moment où tu as dévié une fois, c'est fini. Mais c'est un peu comme la planche à billets, tu sais. Ouais. Mais en fait, ce que je m'étais dit à l'époque, c'est qu'il faut que j'arrive à m'en recréer d'autres. Parce que si je l'ai fait une fois, je vais le faire d'autres fois. Et à un moment donné, ça va mal se passer. Et donc, en fait, Et t'as retrouvé justement j'ai mis, je crois, 6 mois en jouant sans mes règles avant de retrouver un truc. Une logique. Ouais. Ça peut pas arriver tout de suite parce que... C'est des règles que je connais depuis peut-être un moment. Mais tu disais aussi, je me souviens qu'en fonction de ton patrimoine et de ton avancement dans le trading, il faut trouver des règles qui te correspondent. Ah oui, bien sûr. Tu trades pas pareil en fonction d'un certain capital. Peut-être que par exemple, à 1000 ou 10 000 euros, tu peux prendre plus de risques. Et peut-être que le risque, il faut changer, je sais pas. Mais, ouais. Enfin, là où t'en es, tu dois peut-être que tes règles ont évolué maintenant à 9 chiffres que quand t'étais à 5 chiffres ou à 6. Ouais, mais ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Je m'en doute. Bon, alors là, tu vois, je voulais, c'est petit aparté, on va rentrer dans l'humain. Donc ici, on fait cette interview à Dubaï. Toi, tu es dans les cryptos depuis des années, tu as parcouru le monde. Quelles sont tes expériences? Et justement, pendant cette période de crise sanitaire, en France, je crois que toi, tu as beaucoup été à l'étranger. Donc, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles, par exemple, tu vis pas en France? Tu n'as pas. Est-ce que tu as pour projet d'y retourner ou pas? Aujourd'hui, ce qui m'embête avec la France, c'est le Covid, quoi. Tout est fermé. Moi, je travaille chez moi. Les salles de sport sont fermées. Je peux pas descendre en bas boire un café, rencontrer des gens. Franchement, bon, ça va me faire péter un plomb. Et enfin, pas péter un plomb, mais bon, je suis pas bien. Et quand t'es pas super bien, c'est pas là que tu vas prendre les bonnes décisions. C'est difficile, quoi. Moi, j'ai besoin, tu vois,
de faire mon sport, j'ai besoin de... Je sais pas. Et donc tu es allé où là récemment? T'as vécu, parce que la première fois où je t'avais interviewé, en fait, je t'avais vu, je crois que quand j'étais venu en Provence chez toi, tu vivais quand même à Malte à ce moment-là. Est-ce que là tu as d'autres, donc là tu es à Dubaï présentement, est-ce que c'est définitif? Non, c'est pas définitif du tout, c'est pas définitif du tout. En fait, au début de l'année, j'étais à Madère. Oui. J'étais à Madère parce que, bon voilà, c'est une petite île et tout était ouvert. Oui. Tout était ouvert, il y avait vraiment ils font vachement attention à qui rentre, c'est-à-dire ils font le test à tout le monde, c'est eux qui le font, ils te bloquent dans un hôtel jusqu'à accueillir et c'est eux qui appellent l'hôtel. Oui. Voilà, enfin, toi, c'est vraiment, voilà, c'est pas comme la France à l'époque, ce qui permet que tout était ouvert. Voilà, donc j'étais à Madère. Ensuite, je suis allé à Dubaï. Ouais. Et ensuite, je suis allé en Espagne. Oui. Parce qu'en Espagne aussi, c'était ouvert, en tout cas jusqu'à 18h les restaurants, puis les bars, enfin, entre 18 et 22h, ça dépend des coins d'Espagne. Oui. Et là, je suis revenu à Dubaï. Ouais. Voilà. En fait, je sais pas où je vais aller après. Ok, très bien. Ouais. Bon voilà, c'était le petit épisode. À Dubaï, attends. Ah oui, il y avait quand même une question dans ton lifestyle qui m'intéressait. C'est donc là, on a beaucoup parlé de chiffres, mais qu'est-ce que tu possèdes? Qu'est-ce que tu possèdes physiquement en dehors de ces actifs numériques, hein, il y a une réalité, derrière tu peux les convertir en plein de biens, mais moi je me souviens parce que je vois que tu as une belle montre, il y a des gens qui peuvent l'avoir vue, et à la première interview, tu avais une belle montre aussi, c'était la même marque je crois, mais pas le même modèle, donc est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur ces montres? Moi je suis curieux. Non, c'est vrai que j'ai toujours aimé Audemars Piguet. Ici, attends bien. Voilà, on fera un petit peu. C'est beau, c'est beau ça. Ça, c'est beau ça. Ça, c'est du travail, c'est de la musique. Je floute ton visage, donc essaye de la mettre dans un axe où on voit ta montre et pas ton visage. Pas une non plus. Bon, sinon je vais la mettre là, tiens. Voilà, comme c'est beau ça. Non, alors c'est vrai que ça on l'avait dit dans le premier interview, moi je suis passé de 100K à 20 millions en un an et demi, je sais pas quoi. Et je me suis acheté première Audemars Piguet. La première chose que je me suis acheté vraiment de valeur. Un peu, oui, voilà, tu t'achètes pas dans la vie de tous les jours, quoi. C'est une Audemars Piguet à 40K et quand j'avais 17 millions. Voilà. Donc j'ai fait aucune dépense de 100K à 17 millions, j'ai fait aucune dépense. C'est tout dans Bitcoin, dans leverage. Voilà, on attaque. Voilà. Et donc, du coup, là, tu as repris une prise de bénéfice, mais c'était ce que je voulais mettre en avant. C'est que vraiment, c'est le deuxième. T'es quand même concentré. Troisième. Parce que j'en ai acheté une autre entre temps. Du coup, dans tes valeurs, moi, d'observateur extérieur que je verrai, il y a cette fameuse concentration, cette discipline. Tu as besoin de cet équilibre, donc cette vie à l'extérieur. Mais finalement, c'est la mobilité que tu vas privilégier. Tu vas privilégier je sais pas. Et la liquidité. Avant, j'étais quand même settled down à Malte, tu vois. Oui. Pendant plusieurs années. Oui. J'étais bien. Bon, après, Malte. Donc. Ouais. Après, à Malte, tu fais vite fait le tour. Les gens parlent de Blockchain Island, mais franchement, c'est un peu du pipeau. Je veux dire, tu vas dans les meet-ups, tu rencontres personne. C'est pas comme Singapour, tu vois. Singapour, c'est vraiment c'est l'endroit. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens? Mais moi, j'aime pas Singapour. Mais par exemple, voilà, si tu devais faire une recommandation pour les gens qui souhaiteraient, pourquoi pas s'expatrier, tu leur recommanderais quoi, toi, quand tu réfléchis Après, il y a des différences en fonction de ton patrimoine. Pour moi, l'endroit qui est top, peut-être que Miami va devenir comme ça, tu vois, parce que Miami, oui, avec le nouveau maire, voilà. Mais aujourd'hui, c'est Singapour. Okay. C'est Singapour, c'est là qu'il y a vraiment, tu vois, il y a 3-4 000 dollars par semaine, avec un nombre incalculable, tu vois, de personnes, mais qui sont dans la crypto depuis longtemps, tu vois. Vitalik, il habite là, en tout cas, il habitait là, il était basé là quand moi j'y suis allé. Tu vois, tout Sriaro Capital, ils sont là-bas, Spartan Group est là-bas, il me semble. Puis quand tu vas dans les meet-up, c'est vraiment des gens qui sont dans la crypto, quoi, tu vois. Contrairement à Malte, tu vas à les meet-up, les gens ils connaissent absolument rien. Oui, c'est plus du marketing. C'est de la débaillette. Jean Daniel, que j'ai interviewé hier, lui il recommandait Berlin, mais avant le Covid. C'est-à-dire que depuis que c'est fermé, mais il disait que en termes de rencontres, sûrement. Là, ça doit être plutôt au niveau des développeurs. Il est dev, lui, évidemment. Une grosse communauté Ethereum. Et que du coup, il s'est rabattu à Dubaï parce que c'était très fermé et que là, il rencontre plein de gens. Mais okay. Après, Berlin, je ne connais pas, donc je ne vais pas dire, mais moi, ce qui est important, c'est que Berlin, moi, ce qui me gêne, c'est que le temps, il n'est pas terrible, tu vois. Oui. Et c'est un peu trop la fête, là, tu vois. Tu vois, je veux dire, un peu trop le vice. Voilà, c'est pas le vice, mais
c'est beaucoup plus jeune que par exemple Singapour, tu vois, où tu vas rencontrer des founders, des machins comme ça. Berlin, c'est plus la communauté 22-23 ans, Ethereum Dev et tout ça. C'est pas faux. Ouais, je sais pas, comme ça m'attire pas, mais après j'y ai pas été. Là, je spécule, quoi, tu vois. Mais je pense que c'est un peu comme ça, tu vois. Singapour, c'est quand même, c'est du lourd, c'est sérieux. Le problème de Singapour, après je pense que c'est cher et c'est loin. Donc c'est loin, donc à moindre frais, je pense, et moins loin, Malte était un bon compromis. Malte, Est-ce que tu as essayé le Portugal? J'étais à Madère. Après, mais c'est très particulier, c'est une île. Après, j'ai été vite fait au Portugal, mais c'est vrai que j'y suis pas allé pour rencontrer les gens de la crypto. C'était plutôt 4-5 jours avec ma femme, quoi. Donc c'est différent. Ouais. Mais le problème comme ça que j'ai vu moi du Portugal, c'est qu'ils parlent pas anglais. Ah oui, J'ai envie d'apprendre le portugais, moi. À Malte, t'as absolument tout le monde qui parle anglais. Même des fois entre eux, ils parlent anglais. Oui, c'est vrai. Tu vois. Mais si t'as pas de problème, je parle quand même d'un pays où tu as envie d'y vivre, quoi. Tu vois, c'est pas juste. La Suisse, manque. La Suisse, c'est un pays qui est policé comme ça. Il faut pas traverser dans les mares. Ah non, moi j'aime pas, moi. Je suis latin à la base. Donc, très bien. Tu cherches quelque chose de plus latin. T'avais Singapour qui t'avait trouvé une classe internationale, et ensuite, de toute façon, t'es encore en train de rechercher. Voilà. Mais c'était un petit retour d'expérience par rapport au Globetrotter. Moi, je vois beaucoup de gens finalement dans la crypto qui voyagent beaucoup, et je leur poserai à chacun la question quel est leur pays préféré. Voilà. Et ma dernière question, en fait, la toute dernière, parce que tu nous as donné ta stratégie de sortie, etc., c'est le message d'espoir pour les nouveaux arrivants. Donc, parce que toi, tu es là depuis longtemps, tes perspectives, c'est plus des perspectives de sortie, de prise de bénéfices, d'avoir un petit bag en stablecoin pour pouvoir re-rentrer ou faire des achats à l'extérieur. Mais est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour ceux qui arriveraient maintenant, ceux qui n'auraient pas de patrimoine crypto? Comment tu leur... Est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que... c'est peut-être rien, peut-être pas la bonne idée. Je veux dire, quand on voit que Elon Musk, c'est Telsa, plutôt. Oui. C'est Telsa. Ils ont acheté 1,5 milliard. Il me semble que c'était dans les 45K, 40K, non? Je sais, j'aurais dû 32, mais bon... Ah ouais? Non, je pense que tu as raison. Non, je pense que tu as raison. C'était peut-être 37, 38. Enfin bon, tu vois, on n'y est pas loin. Oui. Il n'achète pas ça pour gagner 30%. Je pense pas, non. Tu vois, je veux dire, là, on a vu que entre 40 et 52K, il y a eu des gros achats qui ont été faits. Parce qu'on voit les retraits du wallet de Coinbase Pro. Tous ces gros qui achètent, le dernier que j'ai vu, il me semble, c'était $800 000. Ce sont pas des gens qui sont là, ils visent 10 ans, quoi. Oui, bien sûr. Donc, je pense que... Après, c'est tout ce que Suzu il appelle le super cycle, etc. Tu vois. Je pense qu'avant, tu vois, c'était beaucoup drivé par le retail, donc c'est plutôt des week-ends un peu, tu vois. Donc quand ça crache, Bitcoin perd à chaque fois 85%, et il y a 3 ans de bear market. Bon, c'est vrai que c'est dur à tenir. Là, le fait est qu'il y ait des instituts qui rentrent, des grosses corporations. C'est plutôt, ils sont plutôt solides sur leurs mains, ils ont plutôt une vision long terme. Donc je pense que effectivement, je pense qu'on peut aller, je sais pas, à 500K, tu vois. Tu sais qu'on a un Adli à 300 le 6 octobre. Ouais. Après moi, ce que j'aime pas, c'est timer le truc. Non, bien sûr. Parce que il y a tellement de choses qui peuvent faire reculer ou avancer. Oui. Tu vois, je veux dire techniquement que Saylor il soit là. Mais tout ça a commencé avec Paul Tudor Jones. Que Paul Tudor Jones, il a fait son papier, etc. Saylor il est là. Que maintenant il y a Elon Musk. Si derrière il y a un Salesforce ou un Oracle qui dit, je veux dire. Les 500K, ils sont. Ça veut dire qu'il y a plein d'entreprises derrière qui vont y réfléchir, quoi, tu vois. Sérieusement, c'est vrai. De toute façon, moi je l'ai vu, de par mon propre parcours. Au départ, on était pris pour des terroristes, des marginaux. Là, ça devient sérieux. Tu as les plus grandes entreprises du monde. Et même si c'est pas directement dans Bitcoin, tu as là, c'est périphérique, par exemple Facebook, le fait que ça ait étudié une crypto-monnaie, c'est pas Bitcoin directement. Moi j'ai eu beaucoup de rumeurs comme quoi Mark Zuckerberg il a acheté, tu vois. Ah voilà, donc tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais peu importe. Moi non plus, mais enfin, en tout cas, ça donne un état d'esprit, ça donne un état d'âme. Moi, de ce que je retiens. Mais tous ces gens-là, ils n'ont pas acheté. Pour 6 mois. Oui, puis ils n'ont pas acheté bas, quoi. Par rapport là où on est aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est bien qu'ils pensent que ça va mettre, tu vois, en disant il y aura de plein d'entrants et tout ça. Et je pense que il y aura peut-être moins, tu vois, d'engouement et de pic
tu vois. Oui. Parce que ces gens-là, ils vont pas acheter au moment où c'est le plus euphorique, alors que les retail, ils font ça. Oui. Donc peut-être qu'effectivement, il y aura un PUM qui soit un peu limité, avec une correction, au lieu que ce soit 85%, on aura 65%. C'est déjà sévère, hein. 3 ans de bear market, on n'aura que 1 an de bear market, tu vois. Personne peut savoir, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est que tu as des gros aujourd'hui qui rentrent, et ils sont pas là pour vendre, même s'il y a une correction de 30%. Voilà. Donc, c'est des strong gains. Moi, je dis 500K aujourd'hui, mais je pense que ça va mettre du temps, mais en fait. Ouais. Non, je te demande pas quand. Écoute, voilà. Moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est que tu es plutôt bullish, enfin même tu es clairement bullish long terme, parce que la nature des acteurs qui sont entrés dans l'écosystème a changé, et ce sont des gens extrêmement sérieux, et ce sont des mouvements plus amples, plus lents et plus puissants. Donc, écoute, moi c'est un très beau message. On s'est arrêté la dernière fois, tu devais être à 8 chiffres, on s'est revu à 9. Moi, tu sais que ma porte était ouverte à 10. Voilà. On se revoit à 10, allez, Allez, merci. À la vôtre.